Salut à toutes et à tous en espérant que vous tenez bon, parce que ce qui se profile à l'horizon risque bien de chambouler tout le paysage politique algérien avant que décembre ne baisse le rideau sur 2025. Non, ce n'est pas un simple rebondissement de fin d'année, c'est la bombe qui risque de faire dérailler notre fin décembre, de hanter les nuits du pouvoir et d'installer un climat d'angoisse collective dans tout le pays. Le coup de tonnerre. Une annonce fracassante prévue dans les jours à venir, le MAC s'apprête à proclamer de manière unilatérale l'indépendance de la Kabylie. Oui, vous avez bien entendu. Le MAC, rien que ça. Il fut un temps, pas si lointain avant 2019 pour être précis, où le MAC était perçu comme une sorte de carnaval politique sans importance. Sérieusement, c'était presque folklorique, quelques marginaux exaltés, parfois même racistes, souvent perchés dans un rêve d'autodétermination irréaliste. Quand ils ne vociféraient pas des discours identitaires enflammés, ils flottaient dans un monde parallèle façon utopiste du dimanche. En gros, personne ne les prenait au sérieux. Pour le régime, c'était un petit théâtre d'ombre sans la moindre portée réelle. Et puis souvenez-vous, chaque fin avril, comme une tradition de printemps, ces irréductibles sortaient leur banderole. On les laissait faire tolérer par le pouvoir de Bouteflika comme on tolère un vieux rituel inoffensif. Parfois, ils rassemblaient 4000 personnes, parfois 5000 allaient dans leur grand jour et ils grimpaient à 20 000 manifestants. Mais franchement, quand on met ça en face des 7 ou 8 millions de Kabyles, c'était une goutte dans l'océan. Autrement dit, du bruit, oui, mais pas de quoi secouer la République. Mais cette fois, l'histoire a basculé. On n'a plus affaire à une bande d'agités marginaux qu'on regarde de haut. Non, le MAC a changé de costume. Il n'est plus ce mouvement folklorique qu'on tolérait à peine. Aujourd'hui, c'est une machine bien huilée, structurée, qui avance avec l'assurance d'un mouvement sécessionniste aguerri et surtout connecté, ce qui a fondamentalement changé. Il a franchi les frontières, pénétré des sphères de pouvoir hors d'Algérie. Désormais, ces leaders ne se contentent plus de crier dans le désert, ils discutent, négocient, s'expriment avec des sénateurs, des députés et des figures politiques des grandes nations. Et le plus surprenant, on entend aujourd'hui la voix du MAC résonner jusque dans les couloirs de l'ONU. On l'a vu prendre la parole dans des enceintes aussi prestigieuses que le Parlement britannique, le Sénat français, la Chambre des députés canadienne, et même au Parlement français. Des soutiens, il en a et pas des moindres. Des partis influents parfois liés à des lobbies pro-israéliens ou à la droite dure européenne lui offrent désormais un vernis politique, un tampon de crédibilité. Oui, ce même MAC qu'on moquait hier commence à peser lourd sur l'échiquier diplomatique. Aujourd'hui, le MAC n'est plus vu comme un simple groupuscule contestataire. Aux yeux de nombreuses forces politiques occidentales, il est devenu fréquentable, presque respectable. Oui, il a gagné ses galons de légitimité et d'influence. Et le plus ironique dans tout ça, ce ne sont pas ses discours qui l'ont propulsé sur la scène internationale, mais bel et bien la férocité de la répression algérienne. En s'acharnant sur ses militants avec une brutalité aveugle, le régime leur a offert une publicité inespérée. Résultat, les médias du monde entier curieux et sensibles à l'injustice se sont emparés du sujet. Il suffirait de feuilleter quelques archives journalistiques pour constater l'explosion du nombre d'articles consacrés au MAC depuis 2020. Avant cela, silence radio. Avant 2019, le mouvement n'existait pratiquement pas dans les radars médiatiques étrangers et maintenant, c'est l'effet boomerang de la censure et de l'étiquette terroriste posée par Abdelmadjid Tebboune. À force d'en faire un épouvantail dans les médias publics algériens, à force de le matraquer nuit et jour, le régime a fini par attirer tous les projecteurs internationaux sur le MAC. Et aujourd'hui, sa voix circule, se propage, voyage, à une vitesse que le pouvoir algérien n'avait visiblement pas anticipée. On ne rigole plus. Fini les clichés d'un groupe folklorique aux revendications exotiques. Le MAC, aujourd'hui, c'est du sérieux. C'est un mouvement séparatiste bien ancré qui avance à visage découvert avec une date précise en tête, le 14 décembre. Ce jour-là, sauf retournement de situation improbable, il compte proclamer l'indépendance de la Kabylie, seul sans l'aval de personne. Et pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir algérien, l'ambiance vire au rouge, c'est la panique à bord. Le calcul initial était simple, réprimer fort, frapper vite, réduire le MACA en miettes,
sous le poids de la force brute. Le régime croyait pouvoir étouffer le mouvement par la peur et l'intimidation. Spoiler, ça n'a pas marché. Pire encore, le 14 décembre à Paris, ce ne seront pas de simples anonymes qui assisteront à la déclaration d'indépendance prévue par le MAC. Non, on parle ici de figures de poids, de personnalités influentes de la scène politique européenne, de visages connus qui donneront à l'événement une résonance internationale. Autant dire que le régime s'est tiré une balle dans le pied. Même sur son propre terrain en plein cœur de la Kabylie, la stratégie de Tebboune s'est révélée être un échec monumental. Ce qui devait affaiblir le MAC l'a au contraire rendu plus fort. Oui, vous avez bien entendu, plus l'État tente d'éteindre l'incendie, plus il alimente les braises. L'erreur stratégique de ce régime, c'est d'avoir cru que museler la Kabylie équivaudrait à verrouiller tout le pays. En gros, qu'en écrasant ce bastion rebelle, le reste suivrait sagement, assurant ainsi une transition douce pour le pouvoir en place. Mais voilà le hic, à force de vouloir dominer par la force, on finit par créer ce qu'on voulait éviter. En tentant de neutraliser la Kabylie avec une brutalité hors norme, Abdelmadjid Tebboune a, sans le vouloir, dopé le MAC. C'est un boomerang politique d'une précision chirurgicale. Et pour bien comprendre ce renversement spectaculaire, il faut s'en tenir aux faits. Rien que les faits, pas d'émotion, pas d'intuition. Juste les éléments concrets. Accrochez-vous, ça vaut le détour. Le véritable péché originel du régime algérien, c'est d'avoir, dès les premières heures du Hirak, dès ce fameux 22 février 2019, tiré une conclusion aussi hâtive que dangereuse. Tout ça vient de la Kabylie. Pas besoin d'enquête, pas besoin de preuves. Pour l'écrasante majorité des décideurs à Alger, ce soulèvement populaire ne pouvait être qu'une fabrication kabyle. Comme si la contestation ne pouvait naître que d'une seule région. Comme si les autres Algériens n'avaient aucune raison d'en avoir ras-le-bol. Et ce n'est pas une simple impression de surface. J'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreuses sources de haut niveau, des anciens ministres, des généraux, encore en activité des membres d'équipes, rapprochés de personnalités clés du pouvoir. Tous, sans exception ou presque, m'ont confirmé parfois, ouvertement parfois, avec des pincettes, qu'à leurs yeux, le Hirak était marqué dès le départ du sceau de la Kabylie. Une analyse erronée qui allait coûter très cher. Dans la tête des dirigeants algériens, c'est clair comme de l'eau de roche, tout ce qui s'appelle contestation, ça sent forcément la Kabylie. Pour eux, le Hirak, une création made in Tizi Ouzou. Depuis toujours, le pouvoir central a désigné cette région comme le cœur battant de l'insoumission, le seul foyer de résistance qui ose lever la voix. Et que dire de l'élite kabyle francophone? À leurs yeux, c'est l'ennemi intérieur par excellence, la seule force capable d'ébranler leur autorité. Bref, pour le régime, tout ce qui bouge vient de là-bas. Sauf que cette lecture est aussi réductrice que fausse. Le Hirak, c'était tout, sauf une affaire régionale. Le soulèvement a secoué chaque recoin du pays, des hameaux du sud profond, aux grandes artères du nord de l'est à l'ouest. Des figures nouvelles ont surgi, des voix inconnues ont éclaté au grand jour, et non, elles n'étaient pas toutes kabyles. Je me rappelle très bien de l'ambiance à Borj, à Sétif, à Tlemcen, là-bas aussi la rue grondait. Là-bas aussi, le Hirak vibrait fort. Aux yeux du régime algérien, ce n'est pas l'ampleur nationale du Hirak qui fait peur, c'est sa profondeur en Kabylie. Pour eux, les noyaux durs, les cerveaux, les poches de résistance les plus structurées sont là-bas. Et c'est précisément ce qui les terrifie. Le Hirak n'a pas été qu'un soulèvement populaire. Non pour le pouvoir en place, et pas seulement pour l'ère Tebboune, ce fut un véritable choc. Un séisme politique et psychologique. L'armée elle-même, pourtant habituée aux crises, en a été profondément secouée. Pourquoi une telle onde de choc? Parce que les revendications du Hirak n'ont pas disparu avec la chute de Bouteflika. Si tout s'était arrêté à son départ, l'armée aurait pu tourner la page tranquillement. Mais non, le peuple a continué à marcher, à crier, à exiger. Et ce qu'il demandait n'était rien de moins qu'une refonte totale de l'État. Pas un lifting de façade, non. Un changement radical de système de mentalité de gouvernance. Et ça, pour les gradés du haut commandement, c'était tout simplement ingérable.
Soyons clairs, personne au sein du Hirak n'avait une feuille de route unique pour la nouvelle Algérie. Les visions divergeaient, les idées s'entrechoquaient, mais il y avait un point commun. Un cri unanime, il fallait en finir avec l'ancien système. Le peuple voulait du neuf, du vrai changement, un autre régime, pas celui que nous connaissons, encore aujourd'hui, repeint à la hâte, mais resté identique dans ses fondations. Certes, Abdelmadjid Tebboune a apporté son style plus brutal, plus abrupt, mais au fond, on a gardé la même recette avec juste une étiquette différente. Tebboune, en réalité, n'a fait que marcher dans les pas de Gaïd Salah, en empruntant simplement un autre sentier. Dès mai-juin 2019, Salah s'est laissé convaincre par son entourage, la source du mal, c'est Kabylie. Le raisonnement était simple, presque caricatural. Si l'on veut briser le Hirak, il faut d'abord faire taire la Kabylie. Elle était perçue comme la matrice de la contestation, le cœur idéologique du mouvement. Une erreur stratégique que le pouvoir paie encore aujourd'hui. Dans la tête du régime, le raisonnement était limpide. Si on fait taire la Kabylie, on coupe l'oxygène au Hirak, éliminer l'épicentre et tout le reste s'effondrera. Et comme par magie, l'armée nationale populaire garderait sa mainmise sur la scène politique sans être inquiétée. Résultat, une vague d'interdictions absurdes, comme l'interdiction du drapeau Amazigh, des arrestations à la chaîne, une répression qui ne s'essouffle jamais, et surtout la naissance d'un discours officiel empoisonné, la fameuse doctrine Badicia Novembria. Ajoutez à cela un déluge médiatique et numérique contre les militants kabyles, contre leurs symboles, contre leurs penseurs. La cible était claire, c'était la Kabylie, et rien d'autre. C'est ainsi que tout a été enclenché. Car dans l'esprit de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, ce n'est ni Alger, ni Oran, ni Constantine qui ont donné naissance au Hirak. Non, pour eux, la matrice du soulèvement, c'est Kabylie. C'est elle qui l'a pensée, organisée, diffusée. Encore une fois, cette obsession régionale frise l'aveuglement stratégique. Car si l'on regarde froidement les chiffres, la Kabylie, en termes de population, pèse lourd, très lourd. Elle fait partie des régions les plus peuplées du pays. Et croire qu'on peut la museler sans dégâts, c'est mal connaître l'histoire de l'Algérie. Prenons un exemple concret, à part peut-être Sétif ou Boumerdès-Rar, sont les wilayas qui dépassent la Kabylie en nombre d'habitants. Encore faut-il le dire franchement, nous manquons de chiffres fiables, les données officielles étant soit floues, soit absentes. Mais selon les estimations que l'on a pu glaner ici et là, des villes comme Béjaïa ou Tizi Ouzou figurent clairement parmi les régions les plus peuplées du pays. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi considérer que la population kabyle ne se limite pas à la Kabylie. On la retrouve en masse à Alger, mais aussi dans toutes les grandes villes du pays, même à Oran, pour ne citer qu'un exemple. Ajoutez à cela un niveau d'éducation élevé, une culture politique très ancienne, une conscience citoyenne plus développée que dans d'autres régions. Résultat, le pouvoir a vite tiré une conclusion simpliste: si Hirak existe, c'est forcément une idée kabyle, une lecture totalement erronée, mais qui a pourtant servi de boussole au régime. Et c'est justement là qu'il faut qu'on revienne un jour pour bien comprendre comment on en est arrivé à ce scénario explosif, à cette déclaration d'indépendance que le MAC prépare pour ce fameux 14 décembre. Quand Tebboune est arrivé aux commandes, Salah lui avait déjà quitté la scène, pour de bon. Avec sa disparition s'est enclenchée une opération de dégaïdisation à grande échelle, en clair un ménage politique pour liquider les fidèles de Gaïd Salah et installer un nouveau clan aux manettes. L'enveloppe a changé, mais à l'intérieur, le système est resté identique. Les méthodes aussi. Le vieux dogme tenait toujours pour faire taire le Hirak, il faut d'abord faire plier la Kabylie. Et le Covid est tombé à pic. La pandémie a servi de prétexte rêvé à Tebboune pour remodeler les équilibres internes du pouvoir et lancer une répression ciblée, massive, méthodique. Objectif: décapiter le Hirak en éliminant ses figures de proue. Karim Tabou, Feta Mochin Belabas, les avocats comme Bouchachi, les jeunes militants comme Mohamed Tadjadit et bien d'autres encore. Tous dans le viseur. La majorité venait de Kabylie, certes, mais pas tous. Et il faut le rappeler avec insistance, le Hirak n'était pas qu'un phénomène kabyle. Mais malgré le démantèlement partiel du clan Gaïd Salah, les vieilles obsessions ont survécu. En 2021, Tebboune, toujours conseillé par les mêmes têtes, a repris exactement la même rengaine.
Si ça bouge à Béjaïa, si ça manifeste à Bouira, si Tizi Ouzou est encore debout, alors le Irak est vivant. Et tant que ça défile en Kabylie, le pouvoir ne dormira pas tranquille. Le Irak pour le régime reste la plus grande menace. Ce qui est frappant, c'est que, même en connaissant parfaitement la Kabylie, sa complexité sociale, sa culture politique singulière, ses dynamiques locales, Abdelmadjid Tebboune n'a pas hésité une seconde à reprendre la vieille théorie du danger kabyle. Et pourtant, il a été wali à Tizi Ouzou, il savait à quoi s'attendre. Mais dès qu'il est arrivé au sommet de l'État, il a confié les clés de l'appareil sécuritaire à des figures comme le général-major Djebar ou encore des proches du général-major Mohamed Kaïdi. Et ces hommes-là, eux, l'ont poussé vers une stratégie dure, violente, frontale. Rien à voir avec l'époque Gaïd Salah. Certes, à ce moment-là, un projet appelé Zéro Kabyle circulait sur les réseaux sociaux porté par quelques voix radicales. Mais ce n'était qu'un fantasme. Ces individus n'étaient pas au cœur du pouvoir et Salah lui-même n'a jamais franchi cette ligne rouge. On a voulu faire croire qu'il haïssait les Kabyles, mais c'est faux. Il avait des officiers kabyles à ses côtés, des proches kabyles, des amitiés sincères. Jamais il n'a voulu diaboliser le MAK. Jamais il ne l'a classé comme organisation terroriste. Il est mort fin 2019. Et je suis convaincu profondément que s'il avait survécu, les choses auraient pris une toute autre tournure. Car de tout ce que je sais sur son parcours, sur sa manière de penser, sur ses ambitions stratégiques, jamais Gaïd Salah n'aurait poussé l'Algérie dans cette dérive brutale où tout ce qui est kabyle devient suspect et où le MAK est transformé en monstre utile à réprimer tout un peuple. Ce glissement, c'est Tebboune qui l'a opéré. C'est un certain général-major Djebar, oui, un kabyle lui aussi, on en reparlera dans une autre vidéo dédiée, qui a joué un rôle central dans cette dérive sécuritaire. Convaincu par des rapports de renseignement douteux rédigés par Mohamed Kaïdi et d'autres hauts gradés des services secrets, il a réussi à embarquer Tebboune dans une vision biaisée de la situation. Le contenu de ces rapports, des données non vérifiées, des analyses gonflées, dramatisées, à l'extrême, parfois même manipulées. Résultat, on a persuadé le président que la Kabylie était le dernier bastion réel de la contestation nationale. Selon cette logique, les autres wilayas ne posaient pas de problème sérieux. Là-bas, pensait-on, quelques promesses de développement, un peu de répression bien dosée et hop, tout rentre dans l'ordre. Mais la Kabylie, non. Trop organisée, trop enracinée politiquement. Impossible à contenir avec les recettes habituelles. Et c'est ainsi qu'en juin 2021, une proposition radicale est arrivée sur la table classèrent officiellement le MAK comme organisation terroriste. Une mesure extrême, mais pour éviter qu'on crie au ciblage régional, on a ajouté dans le même sac un autre mouvement, Rachad, histoire de noyer le poisson. Rachad. Ce n'était qu'un écran de fumée, un alibi, une rustine politique pour éviter que le régime algérien se retrouve accusé à l'international de cibler exclusivement les Kabyles. Car soyons honnêtes, si Tebboune avait mis uniquement le MAK sur la liste noire du terrorisme, sans ajouter une autre organisation, la manœuvre aurait été perçue comme une chasse aux sorcières régionalistes. Ah, ce sont des Kabyles. Donc ce sont des terroristes. Voilà ce que le monde aurait dit. Pour brouiller les pistes, on a donc glissé Rachad dans le même sac. Cette opération cosmétique a été renforcée par un arsenal législatif flambant neuf l'article 87 bis. Objectif, tuer dans l'œuf toute velléité de contestation. Car la répression seule ne suffisait plus, il fallait un discours pour l'habiller. Le narratif officiel répété à l'infini dans les médias d'État disait ceci: « Le Irak est terminé. Le président Bouteflika est parti. Ces hommes sont en prison, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et tous ceux qui osent encore manifester des séparatistes pro-MAK ou des islamistes pro-Rachad. Voilà la nouvelle équation simpliste imposée au peuple. » Rachad et les islamistes des années 90, les restes du FIS, ont été exhumés pour une seule mission, détourner le regard du public de la Kabylie. Car tout concentré sur le MAK aurait été trop voyant. Alors on a élargi la cible. Ensuite, pour verrouiller le tout, on a redéfini ce que signifie terrorisme, forger des lois sur mesure et monter une machine médiatique bien huilée. Le message était clair, si l'Algérie va mal, c'est à cause de Rachad et surtout du MAK.
Et si la Kabylie souffre, elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Puis le destin a offert au régime ce qu'on appelle un cadeau du ciel. Un cadeau empoisonné certes, mais un cadeau tout de même. Ce cadeau, les incendies meurtriers en Kabylie, et surtout le drame glaçant autour de Jamel Ben Ismaïl. Un crime atroce jamais élucidé et qui, soyons honnêtes, ne le sera probablement pas tant qu'un changement radical n'aura pas eu lieu au sommet de l'État. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ce drame a servi immédiatement et sans attendre de prétexte tout trouvé pour lancer une répression féroce contre la Kabylie et plus largement pour justifier la chasse aux MAC orchestrée par le régime Tebboune. Avant même la moindre enquête sérieuse, avant le moindre rapport judiciaire ou sécuritaire, le pouvoir avait déjà son coupable, le MIC. Le feu, c'est eux. Le crime de Jamel aussi. Et là, on entre dans la mécanique bien rodée de la manipulation. Désigner un ennemi, le diaboliser, l'utiliser comme épouvantail pour frapper fort et faire taire toute dissidence. Et c'est là que tout dérape, car à force de tout mettre sur le dos du MAC, à force de s'en servir pour justifier arrestation, procès expéditifs et répression tous azimuts, on a fini par perdre tout sens de la mesure. Résultat des dérapages graves et des opposants algériens, pourtant sans lien réel avec le MAC, pris dans la rafle. Alors parlons des dérives. Et elles sont énormes. Des centaines, peut-être des milliers de Kabyles ont été arrêtés partout aux aéroports, dans les ports, en rentrant de l'étranger, mais aussi dans les rues des villes et même dans les villages reculés. La raison, souvent juste un lien de parenté avec un militant du MAC, une simple connaissance ou des affinités supposées. Résultat, une répression tellement aveugle et incontrôlée qu'elle a broyé des innocents, des patriotes algériens, des nationalistes qui n'avaient strictement rien à voir avec le MAC, se sont retrouvés dans le même panier. Une erreur monumentale. Et les conséquences ont été tout aussi catastrophiques. Cette répression irrationnelle a vidé la Kabylie et avec elle vidé l'Algérie de sa vitalité politique. Tebboune, sans le vouloir ou avec, a créé un face-à-face direct entre son pouvoir et le MAC. Les autres acteurs politiques du Irak neutralisé, arrêtés, effacés. Plus de médiation, plus de mouvement indépendant. Tout le terrain est devenu un duel entre le régime et le MAC. Ceux qui formaient autrefois la colonne vertébrale de l'opposition ont disparu du paysage, certains ont pris la route de l'exil, d'autres ont été enfermés et le reste a simplement été réduit au silence. Les partis opposants, eux, ont été méthodiquement démontés. Le FFS domestiqué, apprivoisé, transformé en décor de façade. On l'a même exhibé durant la présidentielle anticipée pour envoyer un message « Regardez, la Kabylie est calme, tout va bien, plus aucun problème de ce côté-là ». Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. En 2019, quelle région a failli faire dérailler l'ascension de Tebboune à la présidence? C'est bien la Kabylie. C'est là, en décembre 2019, que les bureaux de vote ont brûlé. C'est là qu'aucune urne n'a pu être ouverte, la seule région du pays où l'élection n'a tout simplement pas eu lieu. Pour faire croire que tout allait bien et que la Kabylie, cette fois, marchait dans les rangs du pouvoir, le régime a brandi le FFS comme preuve vivante de sa légitimité. On l'a apprivoisé, remodelé, utilisé comme vitrine politique. Pendant ce temps, le RCD était écrasé les associations citoyennes, comme le Raj laminé et les Irakistes, envoyés derrière les barreaux. Et qu'est-ce que tout cela a produit? Simple, en éliminant tous les acteurs intermédiaires, le régime a réussi à provoquer ce qu'il redoutait le plus, un duel frontal entre lui et le MAC. Plus personne au milieu, plus de tampons, plus de contrepoids. Et lorsqu'un pouvoir fabrique lui-même un tête-à-tête avec un adversaire, il ne fait que lui donner du poids. Il le grandit. Il l'installe comme alternative, comme rival crédible. En enterrant la vie politique en Kabylie et à l'échelle du pays, le régime a fini par imposer une lecture binaire de la situation, d'un côté le pouvoir de l'autre, le MAC. Résultat pour beaucoup de gens en Kabylie comme ailleurs en Algérie, il ne reste plus qu'un affrontement clair, presque un match annoncé entre deux forces, et c'est le pouvoir lui-même qui en a écrit le scénario. Aujourd'hui, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une force politique indépendante a presque disparu. Les partis alternatifs ne sont plus que des ombres, les relais entre le peuple et le pouvoir ont été détruits,
Plus de médiateurs, plus de sociétés civiles vivantes, plus d'opposition crédible et les médias libres dissous, réduits au silence. Dans ce désert politique, une seule voix parvient encore à franchir les frontières, celle du MAC, amplifiée depuis l'étranger. Quant à nous, quelques journalistes indépendants, quelques créateurs en ligne, 2 ou 3 irréductibles, nous existons, oui, mais nous ne faisons pas de politique. Nous informons rien de plus. Et c'est bien là le problème, les cyberactivistes les plus actifs produisent de l'analyse, des commentaires, du décryptage, mais sans structure, sans parti, sans stratégie de conquête politique. Aucun mouvement solide, aucune feuille de route collective. Le seul à avoir conservé une organisation claire, un projet cohérent et une vision politique, c'est le MAC. Oui, le MAC, encore et toujours le MAC. Même Rachad a fini par se fracturer, se disperser. Mais malgré cette implosion, le pouvoir algérien a continué de concentrer son énergie sur le MAC, surtout à l'étranger. Entre 2021 et 2024, les services de renseignement extérieurs se sont lancés dans une stratégie très simple, affaiblir le mouvement de l'intérieur. Comment en négociant en coulisses, en alimentant des rivalités internes, en encourageant des scissions, en rapatriant en Algérie le plus grand nombre possible de dissidents. Ils pensaient que provoquer des divisions ferait s'effondrer le MAK. Mais la réalité a été tout autre, cela n'a absolument rien brisé. Beaucoup de militants du MAC qui vivaient en Algérie ont fait mine de quitter le mouvement pour rentrer au pays. Certains ont joué la comédie uniquement pour revoir leur famille, embrasser une grand-mère, assister à un enterrement, régler une succession. Extérieurement, ils déclaraient avoir tourné la page. Mais dans leur cœur, dans leurs convictions intimes, le projet du MAC ne les avait jamais quittés. Et c'est pour cela que la stratégie du régime a échoué. Il a récupéré quelques figures dissidentes. Oui, mais en parallèle, la répression, la traque, l'amalgame dangereux entre être kabyle et être MAC, tout cela a eu l'effet inverse, le mouvement s'est renforcé. De nouveaux militants ont rejoint le MAC, notamment au Canada, et encore plus au sein de la diaspora en France. Autrement dit, pendant que le régime pensait le diminuer, il l'a sans le vouloir fait grandir. Au fond, tous les dissidents que le régime avait réussi à récupérer n'ont servi à rien, car ils ont immédiatement été remplacés par une vague de nouveaux militants. Et c'est précisément ce que le pouvoir refuse de reconnaître. Chaque défection a été compensée et souvent même dépassée. Résultat, l'État algérien s'est retrouvé piégé dans sa propre stratégie. Pour illustrer, je reprends une métaphore qui résume parfaitement la situation. En voulant éliminer un serpent, on l'a aspergé de poison. Sauf que ce serpent-là, au lieu d'en mourir, s'en est nourri. Il a grossi, il s'est renforcé, et aujourd'hui, il est plus venimeux que jamais. Et désormais, c'est lui qui mord, et c'est exactement ce qui se passe. Le MAC est devenu la créature que le régime a lui-même alimentée et qu'il ne contrôle plus. Il faut vraiment saisir ce point car toute la stratégie de Tebboune, tout son maintien au pouvoir repose sur un seul axe, neutraliser la Kabylie. Pas de développement, pas de discussion, pas de compromis, pas de réconciliation, pas de travail avec les élites d'opposition. Rien de tout cela. La méthode, c'est réprimer, étouffer, neutraliser. Point final. Au final, en voulant neutraliser le MAC, le régime n'a fait que le nourrir davantage. Chaque tentative pour l'étouffer l'a rendu plus robuste, plus visible, plus structuré. À force de répression, le pouvoir a fabriqué un MAC plus fort que jamais. Le paradoxe est violent. En détruisant tout le reste de la scène politique, le régime a laissé le MAC devenir la seule force qui travaille encore, la seule organisation active, presque le seul acteur politique réel du pays. Et pourquoi le Irak n'a-t-il pas tenu aussi longtemps? Pourquoi n'a-t-il pas résisté comme le MAC? Tout simplement parce qu'il n'avait pas la même ossature, pas la même discipline interne. Le Irak était un élan populaire puissant mais diffus. Le MAC lui est devenu une structure organisée. Et surtout, il a su s'ouvrir à l'international. Des capitales étrangères l'ont approché des responsables politiques, lui ont tendu la main, il a pris la parole dans des tribunes mondiales intégrées, des cercles d'influence, des think tanks, des réseaux discrets, parfois même des lobbies très puissants. Bref, pendant que le Irak s'essoufflait, le MAC lui tissait sa toile. Le MAC a fini par se développer presque naturellement en se nourrissant précisément de ce qui devait le détruire, la répression, les campagnes de diabolisation, l'acharnement constant du régime Tebboune.
Plus la Kabylie était visée, plus le MAC puisait dans cette hostilité la force de se structurer, de mûrir, de gagner en cohérence. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Entre 2021 et 2025, les dérapages se sont multipliés. Des Kabyles pourtant modérés qui n'avaient aucun lien organique avec le mouvement ont été frappés injustement parfois, simplement parce qu'ils connaissaient un membre du MAC, avaient un voisin engagé, un cousin impliqué. Et lorsque des citoyens qui ne demandaient rien à personne se retrouvent victimes d'une répression aveugle, ils finissent par retourner la question. Et si le MAC n'était pas le problème, et si finalement c'était le régime qui se trompait? Ainsi, à force de vouloir neutraliser la Kabylie de manière brutale et irrationnelle, le pouvoir a renforcé exactement ce qu'il voulait affaiblir. Des erreurs profondes ont été commises. Le Irak n'a jamais été une invention kabyle. Oui, la Kabylie est une terre contestataire pour des raisons historiques, identitaires, sociales, économiques, mais le Irak, lui, était un mouvement national, pas un projet régional. La Kabylie, à l'origine, n'a jamais été un problème structurel pour le régime. Elle ne l'était absolument pas. Avec un peu d'intelligence politique, un peu d'écoute, il y avait de la place pour le dialogue, pour le compromis, pour des solutions locales qui auraient apaisé la région. Une gestion territoriale digne de ce nom, un développement pensé sérieusement. Et les tensions auraient pu être désamorcées avant même d'exister. Mais entre 2021 et 2025, tout est parti dans la mauvaise direction. En confondant être kabyle avec être MAC, en renforçant une répression déjà brutale, en détruisant méthodiquement toutes les forces politiques locales comme nationales, en arrêtant les élites, en pourchassant toute voix capable d'esquisser un projet politique alternatif. Le régime n'a pas seulement affaibli Kabylie, il a vidé le pays. Il a asséché tout l'espace politique algérien. Et aujourd'hui, le résultat est là, un tête-à-tête frontal entre le régime et le MAC, un duel que le pouvoir pensait maîtriser, mais qui petit à petit se retourne contre lui. Parce que pendant que le MAC gagne en crédibilité, en visibilité et en cohérence, le régime lui perd du terrain, perd de l'autorité, perd de la confiance. Le rapport de force bascule lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement.